Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le village Univers VO pour cette septième keynote. Ce matin, on va parler de la maîtrise des frais VO. Tout le long de cette semaine, on a pu voir que le marché de l'automobile était un peu chahuté, qu'on était un peu à la croisée des chemins, en train de se poser plein de questions sur les orientations, comment projeter un peu les activités. Et évidemment, les frais de remise en état du VO sont une branche qui forcément intervient de manière assez interactive et forte dans la valorisation du marché du véhicule d'occasion. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Jean-Christophe Servant, qui est donc directeur général de Valstar Automotive, merci. Et Laurent Schlosser, qui est directeur général aussi de France pour GT Automotive. Je vais y arriver, on est le matin, c'est compliqué, mais ça va se mettre en route. Messieurs, avant d'entamer le sujet, je vais vous demander du coup de vous présenter un peu plus en détail, de nous expliquer un peu ce que vous faites, et puis ensuite on va entamer le sujet. Donc je m'appelle Jean-Christophe Servant, ça c'est pas un scoop. Je travaille pour un grand groupe de peinture, Sherwin-Williams, numéro 1 mondial, excusez-moi. Notre activité en France, en tout cas l'activité que je dirige, c'est l'activité peinture de réparation carrosserie. Et voilà, on est très content d'être ici au sein d'Univers VO. Pour nous, c'est la troisième fois qu'on participe à cet événement majeur. Et je trouve que voilà, attaquer la peinture de réparation carrosserie sous l'angle du VO, ça a du sens. Et c'est pour ça qu'on a renouvelé notre partenariat avec Univers VO. Parfait, merci. Bonjour à tous, Laurent Schlosser, donc je suis directeur France de GT Motive. Et nous aussi, c'est donc la deuxième fois que nous sommes aujourd'hui sur Univers VO. Et on a effectivement souhaité renouveler notre partenariat parce que ça faisait du sens pour pouvoir être entouré de nos clients, de nos principaux contacts et les revoir. Et en termes d'activité, donc nous on est présent dans 28 pays en Europe et dans le monde. On a évidemment une activité qui consiste aussi à accompagner nos clients sur la partie véhicules d'occasion, d'où notre présence aujourd'hui, et pour parler de la partie frais de remise en état. Parfait, merci à vous deux. Alors, du coup, pour entamer le sujet, j'ai une première bonne question, j'espère, en tout cas. On a vu que le marché était chamboulé, qu'il y avait un réajustement entre les véhicules neufs et véhicules d'occasion, donc qui donne un élan, en tout cas, aux ventes de véhicules d'occasion, donc qui génère aussi sans doute du volume. Ma première question, elle est portée sur votre perspective, vous, sur cette évolution du volume, comment ça interagit sur les frais de remise en état. Est-ce que du coup l'activité aussi est beaucoup plus portée par ces volumes-là? Est-ce que vous avez plus de demandes? Est-ce que ça tend les marges? Comment vous analysez tout ce schéma? Alors je crois que peut-être également remettre les choses dans un contexte pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Il y a donc évidemment un manque de véhicules neufs, donc de ce fait beaucoup de véhicules d'occasion qui sont recherchés avec des prix qui repartent à la hausse. Et comme également si on prend l'exemple des loueurs longue durée, les véhicules ont besoin d'être prolongés pour pouvoir donc être remplacés par la suite. Il y a forcément plus de dommages sur les véhicules et donc des frais de remise en état qui vont augmenter au moment des restitutions des véhicules. Donc c'est vrai à la fois pour la partie loueur longue durée, mais c'est vrai aussi pour des particuliers qui ont besoin de conserver leur véhicule plus longtemps avant de le restituer. Et quand vous restituez un véhicule au bout de 2 ans, 3 ans ou au bout de 6 ans, 7 ans, forcément, il y a plus de frais de remise en état sur le véhicule. Donc ça, c'est le premier point. Et après, pour ce qui est des volumes, aujourd'hui, la problématique justement de tous n'est pas de trouver, n'est pas donc d'avoir des gros volumes, mais déjà de trouver des voitures sur les marchés. Le marché est scindé en plusieurs catégories, suivant si on parle de véhicules d'occasion récents, si on parle de véhicules d'occasion plus anciens. Et en fonction de ces différentes catégories, la problématique n'est pas la même et les volumes non plus. Donc sur les véhicules d'occasion récents, aujourd'hui, il y en a très très peu sur le marché. Et on est plus finalement sur des véhicules plus âgés. Et d'où effectivement l'intérêt, comme ces véhicules sont plus abîmés, il y a plus de frais de remise en état, de pouvoir justement maîtriser ces frais et surtout au moment des restitutions. Merci. On se rend compte en fait que le marché de la remise en état VO a vraiment changé là, depuis quelques années. Depuis la précédente édition d'Équipe Auto, il y a vraiment eu un grand bouleversement, on va dire, d'une façon générale sur la remise en état du VO.
On a vu et on voit encore pousser des centres d'industrialisation de la remise en état des VO. Et ça, c'est vraiment une tendance lourde. C'est-à-dire que voilà, à l'époque, on va dire que la remise en état des VO était faite localement, de façon un peu sporadique et pas du tout industrialisée. Et là, on voit émerger donc ces centres un peu partout, que ce soit des réseaux de concessionnaires qui se lancent là-dedans, ou des loueurs, ou des flottes qui effectivement font tout pour que massifier un peu ces réparations et ensuite accélérer les process pour faire que les voitures soient remises en état le plus vite possible, au moindre coût, pour ensuite qu'elles aient une seconde vie et qu'on puisse les mettre en vente auprès de particuliers ou autres le plus rapidement possible. Voilà. Ok. Jean-Christophe, tu viens de soulever un point aussi intéressant. Donc il y a une question de temps et de coût. Aujourd'hui, on voit bien aussi que de manière générale, les crises qui s'enchaînent ont aussi un impact sur une crise économique et donc inflatent les coûts globaux de matières premières, etc. Donc j'imagine clairement, si on rajoute en plus la crise sociale qui arrive aussi, ou qui est déjà en cours, j'imagine que tout ça impacte le coût, les coûts globaux des frais VO, des frais de remise en état. Et donc derrière, il y a sans doute des arbitrages à faire. D'abord, comment vous mesurez, enfin, quelle tendance vous voyez justement sur cette augmentation des prix et du coup, quelle incidence ça peut avoir sur les arbitrages qu'il y aurait à faire sur les remises en état? On y va, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait, quel impact ça a, etc. Alors au niveau du marché VO, il y a plusieurs types d'approches pour la remise en état et donc pour la définition des frais. Si on prend l'exemple du particulier, donc le particulier va aller voir son garage en règle générale, donc il va avoir un devis précis. Et ça, évidemment, ce devis va augmenter avec l'évolution du coût des matières premières qui vont impacter le prix des pièces qu'ils vont acheter. On le voit aujourd'hui, nous, chez GT Motif, par exemple, il peut arriver qu'on reçoive sur un même mois donc, une ou deux mises à jour de tarifs du prix des pièces parce que les constructeurs de ces mêmes pièces doivent actualiser leurs tarifs en permanence et faire face eux-mêmes à l'augmentation du prix des matières premières. Donc il y a effectivement aujourd'hui, même du côté des fabricants, une difficulté qui consiste à avoir un prix défini sur du moyen long terme et de la visibilité. Donc on est tous finalement à toutes les étapes de la chaîne confrontés à la même problématique. Ensuite, on voit que dans les méthodes de définition des frais de remise en état, il y a également plusieurs approches. Si on prend l'approche justement des parcs de stockage logistique, ils utilisent le plus souvent un outil de chiffrage pour définir donc le prix des pièces basé sur les tarifs réels à l'instant T. Donc c'est la raison pour laquelle nous, GT Motif, par exemple, on a de nombreux clients qui utilisent notre outil dans ce secteur d'activité. Et après, vous en avez d'autres, comme donc Sésame LLD, qui est le syndicat des loueurs longue durée, qui va définir plutôt des montants forfaitaires pour remettre effectivement une portière ou une aile en état. Bon, sauf qu'avec justement ces tarifs qui évoluent au quotidien, je pense qu'ils vont certainement devoir aussi se pencher sur le sujet et peut-être redéfinir eux-mêmes leur barème. Peut-être que c'est même déjà fait, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est aujourd'hui une difficulté, c'est qu'avec cette évolution permanente du prix des pièces, le seul moyen de faire un chiffrage précis et d'être sûr de payer le bon montant, c'est de s'appuyer sur des tarifs officiels. Mais surtout qu'en plus, le chiffrage d'aujourd'hui peut ne pas être celui de demain, quoi, si je comprends. Exactement. Alors, entre déjà le prix des pièces qui peut évoluer et en plus de ça, deux véhicules qui paraissent identiques en sortant des chaînes, qui peuvent avoir des différences et donc des références de pièces différentes et un coût de remise en état différent, tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus important d'avoir un chiffrage précis pour maîtriser ces coûts justement de réparation et de frais VO. Ok. Jean-Christophe ? Je pense qu'il y a eu effectivement un gros bouleversement chez nous, les fabricants de peinture d'une façon générale en post-Covid, là, quelque chose que moi j'avais jamais connu dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, l'activité a repris et elle a repris fortement. Et sur certaines matières premières qui sont utilisées dans la fabrication de nos peintures et de nos produits annexes, on s'est trouvé à ne plus avoir suffisamment justement de matières premières par rapport à cette demande. Donc c'est mécanique, hein, c'est la loi de l'offre et la demande. Et donc la plupart des fabricants de peinture ont été obligés en fait de passer des hausses de tarifs importantes, hein, sur toutes les familles de produits peinture. Et effectivement, ça a impacté directement le client utilisateur.
Alors c'est pour ça que bon, c'est intéressant, si vous voulez, la réponse que nous, on apporte sur Univers VO avec De Beer et avec Octoral. C'est-à-dire qu'on propose en fait des produits de qualité, donc de qualité premium, mais dépositionnés en termes de prix. Et quand voilà, le réparateur fait le calcul et quand il voit sa hausse de tarif, je dis n'importe quoi, qui est 5%, ben 5% sur une base 50 en valeur absolue, c'est pas la même chose que 5% sur une base 100. Donc là, en fait, naturellement, on a eu un certain nombre d'acteurs de remise en état du VO qui se sont tournés vers nous parce que effectivement, on était une solution à court terme. Alors après, ce qu'on remarque également dans ces évolutions tarifaires, c'est qu'on est impacté par aussi les coûts d'approvisionnement, en fait, tout ce qui est logistique entre nos usines, nos distributeurs, etc. Donc ça aussi, il faut le répercuter. Donc ça a un coût. Donc, bon, globalement, on va dire qu'on est dans un contexte assez particulier. Et puis le troisième volet, c'est l'énergie. Hein, voilà. On voit qu'aujourd'hui, les tarifications s'envolent. Je discutais avec un gros carrossier là, spécialisé dans le VO qui me disait que globalement, voilà, il a fait des bénéfices importants l'an dernier de l'ordre de 300 000 euros et que quand il projette en fait aujourd'hui les hausses de tarifs qu'il va avoir sur l'énergie, globalement, il va finir à zéro. Donc ça veut dire que voilà, il y a des actions à prendre à très court terme là pour justement trouver des solutions alternatives, mais très très vite quoi, pour justement anticiper ces hausses de tarifs. Et alors le troisième élément dans notre domaine de la réparation carrosserie, c'est que, et là c'est vraiment suite à Covid également, c'est qu'on a pas mal de personnes qualifiées qui étaient dans ce domaine-là. Alors déjà, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Hein. Ça, il y avait ce problème avant la Covid. Mais on va dire qu'après la Covid, il y a un certain nombre de compétences qui sont complètement parties. C'est-à-dire que des gens qui ont décidé de faire complètement autre chose. Et aujourd'hui, alors ça ne va pas dans le sens de ce qu'on voudrait faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qualifiées pour notamment peindre les véhicules d'occasion. Et comme il y en a moins, il faut les payer plus cher. Donc ça aussi, c'est un vrai problème et il faut trouver des solutions par rapport à ça. Mais c'est une équation qui est compliquée parce que y a les effets portés par le marché lui-même, les effets liés au contexte économique. En fait, finalement, on a un enchaînement de crises qui bouleverse complètement les orientations. Effectivement, cette crise sanitaire qui a aussi, pas que dans le monde de l'automobile, mais plein de secteurs, a fait changer l'état d'esprit des gens. Si on parle de l'automobile, il y a la mobilité, la manière de se déplacer. C'est aussi ce qui fait d'ailleurs en partie le succès de l'évolution du VO, hein, parce qu'on ne va pas se déplacer de la même manière. Et donc derrière, on va aussi optimiser, j'imagine, l'outil qui va nous transporter d'un point A à un point B, plus tous les effets connexes de l'augmentation de l'énergie. Alors du coup, derrière, est-ce que on est plutôt en train de privilégier la qualité à la quantité, ou est-ce qu'il faut trouver un équilibre, ou est-ce que les choses... J'imagine que les choses ne sont pas encore figées, on est encore en train de tâtonner le terrain pour savoir ce que le consommateur veut au final. Comment ça se passe? Comment on sent un peu le marché pour imaginer de se projeter? Alors, pour la partie remise en état des véhicules d'occasion, c'est ça en règle générale? Alors nous, ce qu'on voit malgré tout, c'est que déjà au départ, on parle sans parler des frais de remise en état, c'est des véhicules de la pénurie de véhicules. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et après, effectivement, donc, les frais de remise en état, souvent les clients sont assez exigeants. Il y a énormément de labels VO aujourd'hui qui existent et qui justement vantent la qualité de la préparation du véhicule avant la revente à particulier. Donc cette préparation, ça passe par une vérification mécanique, par une révision, mais aussi maintenant par de la carrosserie. Et un client qui achète une voiture d'occasion est presque aussi exigeant sur sa remise en état que lorsqu'il achète un véhicule neuf, ce qui peut paraître assez aberrant. Mais finalement, quand on voit qu'aujourd'hui certains véhicules d'occasion se payent presque plus cher que des véhicules neufs, on peut concevoir aussi qu'il y ait quand même un minimum d'exigence de la part des particuliers sur cette partie-là. Oui, donc en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver entre je sais que j'achète pas un véhicule neuf, mais par contre, j'aimerais bien, j'augmente mon niveau d'exigence parce qu'en effet, les prix ont augmenté. Donc finalement, je suis en droit ou en légitimité de réclamer quelque chose de mieux, finalement, c'est ça, hein. Et en même temps, il y a une espèce de combat entre la maîtrise des coûts. J'ai aussi mon portefeuille à moi qui ne s'élargit pas. Et je vais quand même être impacté par
cette exigence. Et donc c'est un équilibre à trouver, quoi. Jean-Christophe? C'est exactement ça. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Je pense que, on va dire que ces grands centres de remise en état EVO dont je parlais tout à l'heure, bah, eux, ils sont déjà dans une démarche. Ils ont compris en fait les problématiques et ils sont en train de trouver des solutions pour réduire au maximum tout ce qui est comment dire, frais fixes sur l'activité carrosserie d'une façon générale. Bon, il y a des solutions qui existent aujourd'hui, donc ils sont en train de réfléchir là-dessus. Après, il y a également des produits aujourd'hui qui ont le vent en poupe naturellement dans notre domaine. C'est notamment les vernis qui sèchent à l'air libre. Donc plus besoin d'utiliser la cabine de peinture qui, elle, est énergivore, comme on sait. Donc moins on aura à chauffer une cabine, ben, finalement, moins on perdra de l'argent. Parce que c'est pas on va gagner de l'argent, c'est qu'on va arrêter d'en perdre. Donc nous, on le voit aujourd'hui sur nos ventes de vernis. On a un boost phénoménal sur justement cette génération de vernis air dry, on dit dans notre jargon, hein, qui sèche à l'air libre. Voilà, parce que ça permet à très court terme de faire des économies. Mais je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, là, on sent vraiment qu'il y a un gros tiraillement en ce moment. On voit que la profession a un peu du mal à se projeter. Parce que bon, cette crise, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Est-ce que ça va s'inscrire dans le temps ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de faire des investissements massifs maintenant avec finalement un retour sur investissement qu'on ne connaît pas trop? Parce que si tout va bien, si le conflit en Ukraine s'arrête du jour au lendemain, ben le gaz va revenir au même tarif qu'avant. On l'espère en tout cas. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir massivement en fait, dans des nouvelles technologies pour justement réduire la facture ou pas? Enfin, je veux dire, il y a des grosses questions qui se posent, quoi. Il y a une partie un peu casino là-dedans, quoi. Voilà, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Et si j'y vais, quand est-ce que j'y vais et combien je mets sur le tapis? Voilà. Laurent? Alors je pense qu'on est vraiment sur une période de transition. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu l'avant-guerre en Ukraine et Covid, et il y a l'après. Ça ne veut pas dire que la situation que l'on connaît aujourd'hui va perdurer. Ça reste une période de transition. Il faut que les choses s'aplanissent évidemment. On parle du gaz, mais il n'y a pas que le gaz. Il y a aussi évidemment tout ce qui est donc processeur. La voiture de demain sera surtout un ordinateur entouré par de la carrosserie, alors que jusqu'à présent c'est plutôt de la mécanique avec un ordinateur de bord, ce qui n'est pas la même chose du tout. Et de ce fait, comme il y a de plus en plus d'électronique, on a besoin de ces composants. On sait qu'ils sont fabriqués à Taïwan aussi, qu'il n'y a pas suffisamment de fabrication. Et tout ça a des impacts finalement, puisque comme on n'a pas de fabrication suffisante de véhicules neufs, on a des véhicules d'occasion dont le prix dépasse, lorsqu'ils sont très récents, le prix des véhicules neufs. Et clairement, ce n'est pas une situation qui est logique, c'est totalement aberrant et ça ne peut pas durer très longtemps. Donc effectivement, investir dans cette situation-là, c'est peut-être un peu compliqué. Je pense que si on doit investir, il faut partir sur une stratégie de plus long terme en partant du principe qu'il va y avoir un atterrissage qui va se faire en douceur. L'inflation ne durera pas éternellement et à partir de là, avoir peut-être une vision plus rationnelle dans le développement de son activité. Ok, oui, c'est clair que le moment qu'on est en train de vivre, d'ailleurs, on voit bien que c'est le sujet aussi dans les coursives, dans les couloirs, que ce soit ici ou au Mondial de l'Auto, qu'il y a un vrai sujet sur la projective et qui n'est pas du tout encore élucidé. Et ça complique bien les affaires de tout le monde pour imaginer comment va être l'avenir de la mobilité, de l'automobile, du VO. C'est bien compliqué. Alors du coup, est-ce que globalement, dans cet environnement, il faut quand même essayer de trouver ce fameux équilibre? Et du coup, ça répond un peu à la question qui est ici. Comment on fait pour maîtriser cette envolée? Alors, tu évoquais une solution, c'est-à-dire, par exemple, sur les vernis, trouver des solutions pour des vernis qui sèchent à l'extérieur plutôt que d'avoir un séchoir qui coûte plus cher en énergie, etc. Mais est-ce que ça incite aussi l'innovation, la créativité, j'imagine? C'est un bon moment finalement aussi quand même pour ouvrir des portes nouvelles qu'on n'avait pas imaginées ou sur lesquelles on n'avait pas forcément envie de s'engager. Exactement. Moi, je pense que dans chaque crise, il y a des opportunités en fait, hein. Il faut savoir les saisir. Donc, alors bon, j'ai parlé effectivement de certaines technologies sur nos vernis, etc. Donc ça, c'est la partie produit, mais il y a également la partie process qui est hyper importante. Et je pense que, voilà. Alors après, on parle c'est un peu l'arlésienne, hein, le smart repair, on en parle depuis que j'ai commencé à bosser, hein, donc voilà, ça fait quand même un certain temps. Et ben là, je crois que c'est vraiment d'actualité. C'est-à-dire qu'on a défini des process spécifiques pour la remise en état des petits les coups de les bosses, des petites rayures, etc., qui sont vraiment, on va dire, spécifiques au VO.
adaptés au VO et qu'on est en train aujourd'hui de pousser vraiment vers ces gros centres de reconditionnement. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est, alors même si voilà, ça coûte toujours cher de chauffer une cabine, il y a l'énergie, etc. Mais il faut trouver quand même les moyens, avec ce qu'on a, d'optimiser les process, d'immobiliser le véhicule le moins possible pendant la réparation pour qu'il sorte le plus vite possible et être remis sur le marché. Donc, c'est pour ça que ces process en fait de smart repair, bon, il y a quelques années on en parlait, mais bon, sans vraiment y croire. Aujourd'hui, ça a vraiment une actualité. Et donc, bon, je parlais de produits également. Donc, il y a effectivement des vernis qui sèchent à l'air, mais il y a aussi des technologies UV qui existent aujourd'hui, qui permettent avec des lampes infrarouges d'accélérer la production et de booster justement le flux dans ces gros centres de remise en état VO. Donc oui, oui. Donc la crise, en fait, finalement, permet d'être peut-être un peu innovant et surtout de dépoussiérer un peu des concepts qu'on avait dans les tiroirs, de les remettre au goût du jour et de les réinjecter dans ces gros centres de remise en état VO, clairement. Avec une sorte de process d'industrialisation, si je comprends. Et il y a également d'autres moyens d'améliorer les process. On le voit justement aujourd'hui, se développe beaucoup l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître automatiquement les dommages sur la carrosserie et donc de pouvoir le transcrire directement en faisant l'estimation de frais de remise en état sur le véhicule. Donc ça peut être fait à base de forfait, comme on l'a vu avec certains loueurs, comme ça peut être fait aussi directement avec un outil de chiffrage comme le nôtre. Donc aujourd'hui, on propose ce type de solution et ça permet d'accélérer le process. Ça permet également donc d'avoir quelque chose de plus fiable et de moins discutable par le client, puisque finalement, on n'est pas sur un avis donné par un expert qui n'a pas réellement le titre d'expert automobile et qui peut très bien effectivement donner un prix différent. Donc en concession, ça permet de simplifier les choses, de pouvoir également se mettre d'accord avec le client plus facilement. Même si aujourd'hui, effectivement, la technologie n'est pas encore parfaite. On le voit, moi qui ai commencé dans l'automobile, quand j'avais un client qui venait me voir pour me demander de reprendre sa voiture, s'il y avait un trait sur la carrosserie, je frottais avec le pouce pour savoir si c'était une rayure ou de la saleté. Je pense que l'intelligence artificielle, aussi développée qu'elle soit, n'a pas encore de pouce pour pouvoir frotter la carrosserie. Donc voilà, on a encore des limites, mais c'est quelque chose qui progresse et c'est un bon moyen également d'accélérer et donc d'industrialiser effectivement le process de remise en état du véhicule. En gagnant du temps, on gagne de l'argent aussi. Donc on perd aujourd'hui de l'argent sur les pièces parce que leur prix augmente, mais il y a des moyens d'automatiser certains process à côté qui peuvent permettre de faire des économies aussi. Je parlais tout à l'heure de produits, je parlais de process, j'ai oublié le volet équipement. Donc on présente aujourd'hui sur notre stand un doseur automatique pour préparer les teintes. Et donc ça va complètement dans le sens de l'histoire par rapport à l'industrialisation, gagner du temps, optimiser en fait les process. Grâce à cet outil, finalement, on peut lancer la fabrication de 4 teintes à la fois et finalement de dégager de la main-d'œuvre qualifiée pour faire autre chose. Donc ça aussi, Ou pour pallier un manque de main-d'œuvre aussi. ou pour pallier un manque de main-d'œuvre. Exactement. Donc ça aussi, Ouais. c'est on va dire, c'est des accélérations de business pour nous dans, on va dire, un environnement incertain. Voilà. Ok. Alors j'ai une dernière question qui concerne toujours les frais VO évidemment. Jusqu'à quel pourcentage du prix de revente du véhicule sont prêts à mettre les réparateurs en général, enfin les revendeurs, sur les frais VO? C'est quoi l'équilibre? Enfin, parce que globalement, ça va nous donner, si on le donne en pourcentage, en plus, ça va nous donner un peu un plafond sur lequel on prend la décision. On y va ou on n'y va pas. Je fais pas. Je challenge ou je challenge pas. Alors, j'aurais pas de montant précis à donner, mais ce que l'on peut expliquer, c'est que le marché VO est scindé en plusieurs catégories. Il y a le VO très récent. Donc, si on part sur du VO très récent, là, effectivement, l'acheteur, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est en droit d'attendre d'avoir une qualité de véhicule d'occasion qui soit extrêmement proche, voire équivalente à du véhicule neuf. Donc là, il n'y a pas de limite. Bien évidemment, après, il faut qu'il y ait une rentabilité. Donc, c'est un rapport entre le prix d'achat du véhicule d'occasion et le montant des frais de remise en état par rapport au marché. Donc on est plus finalement dans ce rapport-là, c'est-à-dire prix d'achat, frais de remise en état et valeur marché pour pouvoir définir si ça vaut le coup de faire ces frais-là ou pas. Généralement, un véhicule d'occasion, s'il y a trop de frais de remise en état et qu'il est trop cher et qu'on sait qu'on ne le vendra pas suffisamment cher, le marchand ne va pas l'acheter. Donc là, la question ne se pose pas et il sera peut-être revendu avec une garantie moindre dans des conditions différentes.
Donc il y a même chose, il y a des labels qui existent, les labels donc, de garantie sur les véhicules d'occasion qui vont permettre de définir le taux de couverture de la garantie. Donc même si on vous dit que 2 voitures côte à côte sont garanties chacune 1 an, ça ne veut pas dire pour autant que les mêmes pièces sont garanties. On peut très bien avoir ce qu'on appelle des garanties donc boîte moteur pont, ou alors une garantie qu'on appelle bumper to bumper, donc pare-choc à pare-choc, qui veut dire que tout est absolument compris. Donc le prix de la garantie n'est pas le même. Lui aussi va rentrer en compte en considération dans la valeur de revente du véhicule, puisque c'est pris en compte par le marchand qui va remettre en état le véhicule. Et encore une fois, donc c'est aussi le prix d'achat. Donc pour l'instant, on a un marché qui est complètement déréglé, qui effectivement fait qu'on se retrouve avec des véhicules d'occasion qui sont plus chers que des véhicules neufs, puisque comme le marché est déréglé et qu'il n'y a pas de véhicules, les gens sont prêts à surpayer pour avoir une voiture. Mais encore une fois, ce n'est pas un marché, on va dire, qui peut durer très longtemps comme ça. Lorsqu'il va retrouver ses fondamentaux, on va à nouveau revenir sur des fondamentaux qui seront plus logiques. C'est je choisis le véhicule d'occasion par rapport à son prix d'achat, par rapport aux frais de remise en état estimés dessus, et en m'assurant de réaliser une marge à l'arrivée et non pas de faire une perte sur la revente de ce véhicule. Ouais, moi, je ne peux pas trop répondre à ta question là par rapport effectivement soit à la valeur absolue du montant ou au pourcentage. Je sais pas, je peux pas trop te donner de chiffres fiables. En revanche, je voulais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire sur la garantie. Et c'est ce qu'on présente également sur notre stand. Et c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est pas parce qu'on fait du VO, ou on propose des solutions VO, qu'on va bâcler la réparation et qu'on va faire une réparation de moindre qualité. Et donc on propose en fait une garantie à vie sur les travaux de peinture, de remise en état VO. Alors ça c'est nouveau chez nous, mais je pense que ça donne aussi confiance justement à ces dirigeants de grands centres de réparation VO pour continuer de se développer avec nous. On ne fait pas que la cosmétique, quoi. On va plus loin que ça et finalement on comprend aussi que le véhicule d'occasion probablement va avoir une durée de vie qui va être plus longue, donc il faut finalement la choyer différemment et de manière plus efficace, qualitative on va dire. Alors le marché du véhicule d'occasion va être complètement chamboulé dans quelques années. Il y a plusieurs explications à ça. Déjà, les grandes sociétés de location financière décident de faire de la relocation de véhicules d'occasion, ce qui est une nouveauté par rapport à il y a quelques années, puisqu'il y a quelques années, un véhicule qui arrivait en fin de location au bout de 3 ans et 60 000 km était vendu à marchand, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, ce véhicule est reloué une deuxième fois, peut-être pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec des prestations d'entretien comprises. Lorsque c'est vendu avec un contrat d'entretien et une garantie, l'avantage c'est que le véhicule est suivi, on connaît tout l'historique du véhicule. Lorsque c'est un véhicule qui est acheté à un particulier, ça peut être un peu différent, mais malgré tout, généralement, ils font attention au véhicule, surtout en sachant que à la fin, lors de la restitution, s'ils n'ont pas fait attention à la voiture, tous les frais de remise en état leur seront facturés. Donc là, il y a déjà ce premier point-là aussi qui est assez important. Et il y a également la sensibilisation des conducteurs à l'éco-conduite, donc à faire attention à la voiture, en prendre soin, pour justement diminuer les frais de remise en état sur le véhicule. Donc ça intervient à plusieurs niveaux. On a vu, il y a la notion de frais, des coûts en eux-mêmes, des frais de remise en état. Et après, il y a la sensibilisation du conducteur aussi sur la façon de conduire son véhicule pour éviter les rayures sur le véhicule. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est que le marché du véhicule d'occasion va complètement changer, puisque je le disais tout à l'heure, donc on va évidemment vers le véhicule électrique. Donc ce sera principalement un ordinateur entouré par de la carrosserie. Et aujourd'hui, donc, on se dirige vers ce qu'on appelle l'OTA, donc qui veut dire over the air, pour la mise à jour du véhicule. Et demain, tous les véhicules sortiront des chaînes plus ou moins avec les mêmes équipements. Et vous aurez donc la possibilité avec Amazon, avec Google, de dire voilà, je pars en vacances dans 6 mois avec ma voiture, je vais prendre un abonnement avec, comme je vais rouler de nuit, avec donc les phares xénon ou donc LED ou laser. Et donc on va vous demander de payer un montant pour cet abonnement. Mais pour faire ça, il va falloir rentrer vos coordonnées. Jusqu'à présent, le constructeur n'a pas l'historique justement des coordonnées du conducteur entre le véhicule qui appartient à l'acheteur et celui qui va l'acheter par la suite. Donc demain, ce sera fini puisque le constructeur aura ses coordonnées et il y aura donc tout un suivi également du véhicule d'occasion. Et de ce fait, le véhicule d'occasion aura donc tout un suivi également au niveau de l'entretien par le conducteur avec plus de communication, avec plus d'électronique. Et on va avoir une approche qui sera complètement différente. Et même pour les frais de remise en état du véhicule, il y aura beaucoup plus d'électronique qui permettra de suivre tout ça. Ok, oui, Alors, je vais rebondir sur l'électrification du parc, parce que bon, on y va. Hein. On va dire que c'est une tendance lourde maintenant. Ça impacte effectivement également
les frais de remise en état VO parce que réparer un véhicule thermique et un véhicule électrique, c'est quand même pas la même chose. Alors bon, au niveau mécanique, sur un véhicule électrique, bon, il n'y a pas grand-chose, donc ça c'est bon, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais bon, pour le VO, ça peut être une bonne nouvelle. Mais en revanche, pour la partie carrosserie, à partir du moment où il y a une batterie sur le véhicule, etc., et que c'est son énergie, il faut prendre un certain nombre de précautions et il faut vraiment des compétences spécifiques. Donc là encore, c'est une problématique pour le VO, c'est-à-dire que il faut vraiment que les gens soient formés avec des équipements spéciaux pour pouvoir justement réparer, mettre en carrosserie ou en réparation carrosserie ces véhicules électriques. Donc voilà, donc ça rajoute encore un peu de complexité par rapport à ce qu'on vient de dire, mais je pense que c'est effectivement une tendance lourde, donc de trouver les compétences et de s'équiper en fait avec les bons outils pour ces véhicules électriques. Et bon, alors il n'y a pas que l'électrification du parc, il y a aussi effectivement tout ce qui tourne autour des radars, de l'électronique embarquée dans les véhicules, qui fait que aujourd'hui, enfin demain, ce sera peut-être plus un informaticien qu'il faudra qu'un, on va dire, un réparateur traditionnel entre guillemets. Donc ça, c'est aussi un gros bouleversement. C'est ça, en fait, on est vraiment sur. Enfin, j'ai le sentiment en tout cas qu'on est vraiment sur une transition qu'on ne maîtrise pas encore complètement, ou en tout cas on ne voit pas trop, on a les grandes lignes de là où elle pourrait aller, mais qui pose plein de questions, peut-être plein de bonnes surprises, d'autres un peu moins bonnes, mais qui effectivement redistribue énormément les cartes sur les marchés de l'automobile et évidemment sur le marché du véhicule d'occasion et sur l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Merci infiniment pour votre participation à cette keynote, Laurent, Jean-Christophe. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Bien, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve pour une nouvelle keynote cet après-midi. Je vous souhaite bonne fin de journée cet après-midi, tout va bien. Et puis bien sûr, vous pouvez continuer à prolonger les échanges qu'on vient d'avoir avec nos partenaires sur leur stand au sein du village Univers VO. À très vite. À bientôt, merci.